Là où les autres s'arrêtent, lui commence. Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. BTLV. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live BTLV. Ce soir, je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, sur les dogman et les loups-garous. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Le mercredi, c'est ici que ça se passe. BTLV, explorer l'inconnu, découvrir l'inattendu. On est en direct et sans filet pour une émission qui, encore une fois, ose aborder les mystères que la science n'explique pas toujours. Celui des dogman et des loups-garous. Pour tenter d'y voir plus clair sur ce sujet, j'ai eu le plaisir de recevoir Marilyn Elk et Braji Belovac, deux spécialistes passionnés qui vont partager avec nous leurs recherches, leurs réflexions et leurs expériences. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir. Marilyn, on a eu l'occasion de faire quelques émissions ensemble. La dernière, c'était sur la bête du Gévaudan. On n'est pas très loin du loup-garou et du dogman, hein, donc voilà, avec Daniel Jumentier. C'est une émission que vous pouvez retrouver si vous êtes abonné à BTLV sur, bien sûr, la plateforme. Et quant à toi, mon ami, on se tutoie tous, hein, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps, mon ami Braji, déjà, tu seras aux prochaines rencontres du mystère à l'expliquer, ça c'est une bonne chose. Et puis, on a eu l'occasion de faire une émission également sur le dogman et le Bigfoot, entre matérialité et immatérialité. Alors, je vous ai conviés tous les deux parce que vous êtes des spécialistes, vous êtes des chercheurs, des enquêteurs du mystère et de l'inexpliqué. Et on va essayer ce soir, bien sûr, à travers toutes vos recherches qui sont mentionnées pour certains, comme voilà, ici dans le livre que tu as fait, Marilyn, dans Les yeux du dogman. Et puis pour notre ami Braji, il y a Qualon. Là, on va y revenir parce que c'est un tout nouveau bouquin qui explique pourquoi on voit ces créatures, et on se souvient que tu avais donc écrit Bigfoot et Dogman entre matérialité et immatérialité. Alors, on va ce soir, vous qui nous regardez, sachez-le, découvrir quelques histoires assez incroyables que Braji et Marilyn ont glanées auprès des témoins qui ont osé leur répondre. Et puis, on va essayer d'en savoir plus sur ces petites bestioles qui ne sont pas si petites, parce que quand les témoins en parlent, on voit que ce sont des beaux bestiaux. Avant de commencer, on va saluer déjà tous ceux qui sont là. Et ils sont déjà nombreux. Merci, partagez. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour être alerté de tous les directs que nous faisons le lundi et le mercredi. Et puis, vous pouvez également liker la page, ça nous fait remonter dans l'algorithme de YouTube. Alors, la première question, elle est pour Marilyn. Pourquoi, Marilyn, étudier un tel sujet? Tu es journaliste, tu es correspondante de presse. Qu'est-ce qui t'a mis la graine dans le cerveau? Alors, déjà, en tant qu'enquêtrice, on est amené à traiter de tout un tas de sujets divers et variés. On est obligé de faire des ponts entre les spécialités. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI, mais en interrogeant les témoins, je me suis vite rendu compte qu'ils ne voyaient pas que des OVNI. Il y en a certains qui voyaient des êtres encapuchonnés, des dogman, pas mal de hantises, etc. Et donc, je me suis intéressée très rapidement au dogman. Pourquoi? Parce que j'habitais près de Nice et il y avait un sacré cas à Nice. Ah ouais, on va le raconter, voilà. Celui de Alain. Alors justement, à ce propos-là, parce que certains vont dire « Ouais, mais on le connaît ». Non, il y a des nouveautés, il y a des informations concernant ce cas du dogman à Nice, hein, celui de Alain. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui vont vous permettre d'avancer sur cette piste. Donc ça, ce sont des éléments déclencheurs qui t'ont donné envie de t'intéresser à ça. Alors, il n'y a pas que. Mon expérience personnelle aussi. J'avais une peur du loup, petite. J'habite en Ardèche et le premier cas de la bête du Gévaudan se passe en Ardèche. Ouais. Donc voilà, le loup, la peur ancestrale, etc. Donc très vite, en m'intéressant au dogman, j'ai guéri ma peur du loup. Ouais. Voilà. C'est vrai? Ouais. Donc, en fait, c'est la première fois que j'entends ça, parce que moi, ça m'aurait... Parce que quand je vois les représentations quand même que l'on a du dogman, moi, ça me fait encore plus peur, tu vois ce que je veux dire. Et quand je vois ça, je me dis, mais waouh, moi, je suis effrayé. Alors, toi aussi, Braji, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet? Alors, moi, j'ai une approche très transverse des choses. Depuis l'enfance, comme je le dis à chaque fois quand on m'interroge un peu sur les origines de cette passion, depuis l'enfance, c'est quelque chose qui m'habite.
en fait, clairement. Et puis au fur et à mesure des lectures que l'on fait à l'adolescence, et puis ensuite quand on devient jeune adulte, et puis qu'on commence à aller sur le terrain, à s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain, ben on se rend compte, comme le dit Marilyn, qu'effectivement il n'y a pas que des ovnis, il y a des fantômes, il y a des créatures comme ça qui commencent à faire parler d'elles. Là, on est vraiment sur un phénomène qui commence presque à être un phénomène de mode, hein, mais qui, dans un sens, nous fait aussi penser que le phénomène ovni avait connu la même chose. On avait eu une évolution dans les ovnis de leur manière d'apparaître, hein, dans les années 50, 60, 70, et puis ce phénomène ovni a muté, et puis apparaît ce phénomène qui prend de l'ampleur, le Dogman, avec un phénomène qui semble aussi muter et presque se corréler à l'attente des gens. Et c'est cette partie-là qui est vachement intéressante et qui fait que je m'y intéresse aujourd'hui. Parce que ce qui est intéressant dans tes recherches, c'est que toi, tu es allé essayer de comprendre pourquoi ces bestioles se rendaient visibles et apparaissaient de temps à autre. Alors on reviendra bien sûr sur toutes ces recherches, parce que on s'aperçoit que la météo, le sol, les cycles lunaires, toutes les tensions qu'il peut y avoir, les volcans, tous les trucs où finalement le monde est en tension. Et les témoins. Voilà, et les témoins, parce que effectivement la psychologie des témoins est importante aussi. Les gens qui sont épileptiques, des gens qui sont psychiquement un peu pas bien, un peu sensibles, etc. Ils sont enclins à déclencher ces apparitions. Et ce qui est intéressant, c'est que ces êtres-là, enfin ces entités, on a la sensation qu'elles ont repéré tous ces moments pour apparaître. Et alors, je le disais, pour beaucoup quand même, Marilyn, tout cela, ça peut paraître loufoque. Alors quand on est journaliste, comment on fait pour ne pas être taxé de journaliste loufoque? Moi, je suis très rationnelle. C'est-à-dire que... Voilà, d'abord, j'enquête, je donne la parole aux témoins, et nous, en tant qu'enquêteurs, on accueille tous les témoignages, on ne fait pas de jugement, voilà, tout témoignage est pour nous crédible, et ensuite, on remarque très rapidement des points communs, des choses qui ressortent, et qui font dire que voilà, le témoin a vraiment vécu quelque chose. Après, on est rationnel. Donc, on est pris au sérieux aussi. Donc, en fait, et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter aussi, c'est que et l'un et l'autre, dans vos ouvrages, vous ne dites pas, c'est ça. Vous avez fait un travail d'enquêteur. Voilà les témoignages pour toi, c'est factuel, voilà ce que les gens ont vu, c'est leur vérité, tu dis pas que c'est la vérité. Non. Et toi, c'est pareil, en fait, Bragi, c'est que quand tu fais tout ça, tu dis, voilà les similitudes sur tous les terrains qui font peut-être penser qu'il y a cette corrélation entre l'apparition de ces entités et ce terrain. C'est comme ça qu'on travaille, et c'est comme ça que tu travailles. C'est ça, et ça peut crédibiliser aussi certains témoignages qui paraissent loufoques de prime abord. Sauf que les témoins, alors quand on est sur des sujets qui sont nouveaux, hein, le Dogman commence à évoluer dans le temps, on commence à mieux connaître ces histoires, donc des moments on peut avoir des gens qui inventent, mais quand on est vraiment sur le départ, sur quoi moi j'étais au départ, hein, c'était pas très, très connu, j'étais le premier à écrire un livre dessus, hein, et on remarque certains témoignages qui peuvent paraître loufoques, en fin de compte par des points de détail, sont intéressants et que le témoin n'a pas pu les ajouter pour crédibiliser parce que c'est un point qui n'est pas reconnu comme une habitude dans l'apparition du Dogman. Et c'est sur certains sujets là qu'on va voir, sur certaines histoires, c'est le cas. Il y a des éléments qui n'ont été vus par personne et qui viennent crédibiliser parce qu'ils sont récurrents sur plusieurs types de témoignages entre des personnes qui ne se connaissent pas et éloignées dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des similitudes effectivement chez tous les témoins, surtout les récits des témoins, mais c'est pas nouveau. Est-ce que vous savez à quand remonte l'apparition de ces créatures? Est-ce que, Marilyn, quand tu as fait tes recherches, tu t'es dit, tiens, il y a... Alors, on a parlé de la bête du Gévaudan, mais peut-être qu'avant même, bien avant, on a commencé à voir cette créature mi-homme, mi-loup? Bien sûr, on a déjà dans l'Antiquité, hein, au temps des Grecs, des mythes, hein, des témoignages. On a par exemple le roi Lycaon qui est transformé en loup par Zeus, déjà chez les Grecs. Après, on a les Égyptiens avec le dieu Anubis qui ressemble vraiment à s'y méprendre à un loup-garou. Ensuite, on a les Romains aussi qui parlaient de transformation. Et ça continue au Moyen-Âge, après, etc.,
On a toujours eu ce XVIIe loup-garou. Mais on voit que le loup-garou évolue. C'est-à-dire qu'au début, c'est un homme qui se transforme en loup, et petit à petit, on voit une entité qui est vraiment autonome. Et c'est ce qu'on voit dernièrement dans les témoignages. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi important à signaler, c'est que les choses évoluent. Et que moi, quand j'ai commencé BTLV il y a 14 ans, c'est-à-dire que le Dogman et le loup-garou, la seule créature cryptide qui était sur deux pattes, c'était le Bigfoot. Voilà, ça s'arrêtait là. Mais le loup-garou est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, le loup-garou et le Dogman, c'est-à-dire que alors, le loup-garou, on savait que c'était une transformation effectivement de l'homme en loup. Mais là, on n'est plus sur ça. C'est-à-dire qu'on est sur des créatures à part entière. Et je l'ai vu arriver, mais ça fait peut-être la première émission sur le Dogman, je l'ai faite il y a 4 ans. Tu vois, je peux dire, c'est pas très vieux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est un sujet qui sort un peu de la rivière? Il y a des gens qui ont commencé à lâcher les vannes, si j'ose dire. Des témoins qui ont vu, il y a bien longtemps, même en France, déjà dans les années 60, entre autres, hein, en Ardèche, je crois d'ailleurs. Mais il y a eu un moment, un effet libérateur d'un chercheur, enfin on va dire d'un auteur, qui est Lionel Camille, on en a parlé déjà dans le cas de Coilon. Et je dirais que cette personne a fait un vrai travail de déblocage. Et ensuite, on a lâché les vannes, hein, effectivement. Pour moi, à ce niveau, le niveau France, c'est ce qui s'est passé. Par contre, aux États-Unis, où la parole est un peu plus libérée, on a aussi les Amérindiens qui font qu'il y a eu, voilà, puis l'approche du Bigfoot, dans ces grands territoires naturels, où on parle beaucoup plus. Il me semble qu'au 19e siècle, les premiers témoignages de Dogman sont liés à des bûcherons des Occidentaux, en fin de compte. Mais les Amérindiens disaient, oui, mais nous on connaît ça. Effectivement, le Wendigo, entre autres, il y en a d'autres. Hein. Le Skinwalker. Skinwalker Ranch, voilà, qui est un lieu emblématique. On dit qu'il y a des créatures qui ont été observées assez loups, en tout cas des loups sur deux pattes, quoi. Tout à fait. Et clairement, on parlait tout à l'heure des Grecs anciens, des mythes. On est obligé de prendre en compte, par exemple, les théories jungiennes avec les archétypes. C'est une image qui existe dans les archétypes humains depuis que l'homme est homme. Hein, les êtres anthropomorphes à tête animale, on les retrouve partout. Donc il y a un fond. Et quand on part sur l'ensemble des phénomènes inexpliqués, il y a quand même l'utilisation par ces phénomènes, face à des témoins, d'un langage archétypal. On peut donc imaginer que le Dogman aujourd'hui, ce sont les ovnis des années 50, réactualisés avec un côté lien avec la nature. Pollution, réchauffement climatique, on peut le supposer. Qu'est-ce qui fascine tant Marilyn dans cette créature? Est-ce que c'est à la fois la peur et la projection de nous, c'est-à-dire l'ogre, le méchant, la part sombre de notre existence qui peut être ressurgie devant nos yeux? Moi, je parle souvent de catharsis avec les phénomènes, quels qu'ils soient, que ce soit ufologique ou Dogman. C'est-à-dire que Jung disait la même chose, de toute façon. Et on le voit vraiment, hein, il y a quelque chose qui se passe en nous. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des peurs ancestrales qui se guérissent comme ça, de cette manière-là? Peut-être. Est-ce que les témoins sont revenus changer? Je dis ça parce que, effectivement, quand on parle d'expérience de mort imminente, par exemple, on sait que 75%, j'ai écrit un article cette semaine d'ailleurs dessus, il y a une étude qui est sortie, 75% des expérienceurs reviennent totalement changés, vont jusqu'à changer de vie, sont dans l'empathie, mais aussi dans l'isolement. Parfois, certains divorcent carrément. Enfin, il y a un vrai bouleversement. Est-ce que ceux qui, dans vos enquêtes, que vous avez côtoyés, qui ont vu cette créature, ou qui disent l'avoir vue, parce qu'on est quand même dans l'interrogation tout le temps, vous le savez, sur BTLV, est-ce que ces gens sont revenus changer? Alors, moi, de mon côté, ce que je dirais, c'est qu'il y a quand même une base. Ce que je mets dans mon livre Coilon, il y a des profils de personnes qui apparaissent, ce que j'ai nommé profil 1 et profil 2. Ce sont des gens quand même avec un émotionnel assez exacerbé, une sensibilité très profonde, qui va déjà faire office d'un terreau fertile, presque un appel d'air face à l'ensemble de ces phénomènes, au-delà même du Dogman. Mais si on revient sur le Dogman, effectivement, il y a quand même, chez ces gens, un attrait pour l'inexpliqué, un attrait pour le mystère. Et on le verra tout à l'heure au travers du cas d'Alain, par exemple. Je te laisserai commencer d'ailleurs. Mais Alain, il n'est pas si, cartésien que ça.
moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc j'ai appris effectivement que le profil n'était pas celui qu'on imaginait, en tout cas dans son premier interview. Donc ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, ça apparaît souvent, ces choses-là, quand on commence à creuser. Moi, je le vois dans la libre antenne du mercredi, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens étaient intéressés par ces sujets. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le fantasment, hein, mais ça veut dire qu'ils sont ouverts à ces sujets et qu'ils peuvent peut-être prétendre à une manifestation. Donc, on va parler de tout cela tout au long de ce live. Donc, il y a Véronique, il y a John Braguette qui est là. Faut pas l'ouvrir. Rico Lastico, il y a Ludwig Laverne, il y a Stéphane, il y a Up 115, il y a Common to I17, il y a Karim, il y a Stéphane, il y a Anne-Thierry, qu'on salue, toujours fidèle depuis des années et des années. Il y a CA4X, il y a beaucoup, bien sûr, ce soir, sont là pour essayer d'en savoir plus, parce qu'il y a des gens qui me disent, je ne connais pas ce sujet, donc ça m'intéresse. On va essayer de vous en dire davantage, bien sûr, ce sujet. Dans une poignée de secondes, à peine, on va avoir la première histoire qui va vous glacer le sang. C'est celle du dogman et de l'enfant. Avant cela, un petit tour sur l'actualité, ce qu'on vous propose sur BTLV. Regardez, c'est pour vous. Le samedi 6 décembre, au Forum 104, préparez-vous à vivre une journée spéciale Sonofréquence, aux côtés de Françoise Nallet, experte en mémoire cellulaire. Grâce à ses Vibra méditations et au travers de ces messages reçus spécialement pour vous en canalisation directe, vous serez guidé pour agir sur vos blocages conscients et inconscients et vous libérer en profondeur. Vivez une expérience vibratoire et initiatique unique au service de votre bien-être. Sonofréquence, une invitation à un voyage intérieur, une porte ouverte vers des dimensions invisibles de vous-même, où résident vos forces et vos blessures. Un moment sacré et une reconnexion vibratoire avec votre essence profonde. Alors si vous souhaitez entamer un chemin vers une transformation intérieure profonde, rendez-vous le samedi 6 décembre au Forum 104. Place limitée. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Voilà ce que nous vous proposons donc le 6 décembre avec Françoise Nallet, un moment unique parce que Françoise est débordée et la plupart du temps vous avez jamais l'occasion de la voir et de la rencontrer parce que il faut des années d'attente. Et bien là pour BTLV, elle se consacrera à vous, donc n'hésitez pas, les liens sont dans le chat. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Alors j'espère que à la fin de cette émission, vous en saurez plus et vous vous direz « ça y est, je sais ce qu'est le dogman et tout ce qu'il y a autour de ce mythe ». On va donc commencer à vous raconter une histoire. Enfin, moi, je vais l'écouter comme vous parce que comme je suis un grand enfant, j'aime à me retrouver derrière Père Castor ce soir. Merci. Voilà, Braji Belovac va endosser le costume de Père Castor. Il va nous raconter une très très belle histoire, à la fois passionnante mais effrayante, celle du dogman et l'enfant. C'est ça. C'est une histoire que j'ai choisie volontairement à dessein pour montrer qu'effectivement, chez le dogman, il n'y a pas que de la matérialité, il y a une forme d'immatérialité. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et elle est quand même assez bluffante et elle peut montrer à quel point, justement, ce que moi j'appelle les contextes tenseurs, hein, c'est-à-dire ces ouvertures, ces tensions dans la réalité, comment ils peuvent rentrer dans le quotidien des gens. Donc c'est une histoire qui se passe à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, en 1974. Donc c'est une histoire qui est inédite, c'est-à-dire que la témoin est vraiment venue à moi et c'est présent dans mon livre Bigfoot Dogman. Donc en 1974, donc cette jeune fille, cette dame à l'époque est âgée de 6 ans et son frère de 7 ans, son frère et sœur, ils dorment dans la même chambre. Ce soir-là, et ça c'est un critère intéressant parce qu'à l'époque je ne l'avais pas mis encore en lumière, c'est la pleine lune. Mmh. Et la lumière lunaire filtre dans la chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occultant, la lumière lunaire est vraiment présente dans la chambre et cette dame me le dit à cette époque, j'avais du mal à dormir. Il y a beaucoup de monde effectivement qui a du mal à dormir quand on est en pleine lune, qui plus est avec la lumière lunaire dans la figure. Elle a du mal à s'endormir et ce soir-là est un soir un peu spécial parce que ses parents reçoivent un cousin, prêtre en Espagne. Il est membre de l'Opus Dei. Ah oui.
c'est intéressant. Oui, je te confirme. C'est clairement intéressant. Et donc, ils étaient en train de discuter. Il faut imaginer que la chambre est vraiment dans la pénombre. On n'a que la lumière qui filtre à travers un fin rideau, mais qui laisse vraiment tout rentrer. C'est vraiment à peine une petite membrane. C'est un tissu très fin. Et cette petite fille a du mal à trouver le sommeil. Son petit frère, lui, enfin son grand frère, lui, âgé de 7 ans, dort. Donc, elle est la seule témoin de ce qui va arriver dans quelques instants. À ce moment-là, dans les rayons de lumière qui viennent se plaquer contre le mur, elle commence à voir des caractères géométriques qui apparaissent, comme s'ils se superposaient les uns aux autres. Et ça, c'est important parce que je l'ai vu nulle part. C'est vraiment un point de détail qui, pour moi, est important. Je cherche toujours à savoir comment ça bascule, quel est le point de bascule. Et là, vraiment, on a une explication, en tout cas, on a un détail. On a ces formes géométriques qui apparaissent les unes sur les autres, comme si on plaquait des cartes les unes à la suite des autres, mais qu'on voyait quand même ce qu'il y avait derrière. Ça devient un moment difficile de comprendre. D'ailleurs, dans la tête d'une petite fille de 6 ans, c'est difficile de dire, hormis que c'était des formes géométriques, des caractères, cunéiformes peut-être, peu importe. Mais ensuite, le visuel va changer. Maintenant, on va avoir des animaux qui vont apparaître, des parties d'animaux. Alors, comme des petites cartes, hein. J'ose pas employer le terme de Pokémon, hein, mais on a des cartes qui apparaissent. Voilà, c'est encadré. Et puis, ça vient se plaquer sur ces formes géométriques. Et puis, à un moment, tout ça s'arrête. Tout ça s'arrête, mais à un moment, il y a une respiration rauque qui apparaît à ce moment-là. Difficile, une respiration difficile. La petite est dans ses draps, elle ne comprend pas. Elle va chercher quand même du coin de l'œil où se situe cette respiration. Et elle trouve, sur le sol, entre les deux lits, une forme qu'elle va décrire comme un très gros caniche, parce que les poils sont assez hirsutes, c'est bouclé, c'est difficile. Elle voit une masse. Dans sa tête d'enfant de 6 ans, pour elle, bah tiens, il y a un chien dans la pièce, quoi. Donc la créature, bah forcément, c'est pas normal parce que la chambre est fermée. Seuls vont apparaître sous la porte la lumière du salon, plus loin, et le bruit des adultes qui discutent. Une espèce de vrombrissement. Enfin, oui, bien sûr, les adultes sont à côté pendant que les enfants dorment. Exactement. Et là, elle va commencer à voir la bête renifler, et puis se rapprocher pas à pas jusqu'à cette petite fille et la renifler de très près. À ce moment-là, c'est de l'ordre de la dizaine de centimètres. Cette petite fille est terrorisée, elle ne peut rien faire, pas appeler, elle est bloquée par la peur. La créature, à un moment, finit par faire demi-tour. Elle entend très bien sur le parquet le bruit des pas. Et arrivée devant la créature, va vers la porte de la chambre, et là, la créature se redresse sur une position bipède. La petite fille, à ce moment-là, hurle et tout s'arrête, tout disparaît. À ce moment-là, ces hurlements interpellent les parents qui ouvrent la chambre, vont rassurer la petite fille qui n'arrive pas à poser de mots, en fin de compte, sur ce qu'elle vient de voir. Elle ne le fera que plus tard, à l'âge adulte, et encore à très peu de monde. Hein, je pense que je devais être l'un des seuls à écouter, à entendre cette histoire. La maman, par contre, expliquera bien, elle, qui a la mémoire d'une adulte, expliquera bien quelques années plus tard comment cette petite fille a été pendant des semaines à vouloir avoir maman à côté sur son lit pour s'endormir. Ouais. Ça a été un vrai traumatisme. Elle est bien sûre que ce n'est pas un rêve. Elle était vraiment éveillée à ce moment-là. La maman s'en souvient très bien. Et ce qui interpelle aussi, c'est que lorsque la petite fille explique en disant « j'ai vu », un animal qui marchait sur 2 pattes, c'est la réaction du cousin qui va dire « je suis désolé, moi-même c'est pas la première fois que je vois ça ». C'était comme cousin prêtre. Le cousin. C'était comme si le prêtre avait emmené avec lui dans cette maison où il ne se passait jamais rien, avait emmené une espèce de bagage, une charge. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce cousin n'est pas n'importe quoi, c'est un homme d'église, c'est un prêtre. On sait que dans beaucoup d'histoires de Dogman, il y a une connotation religieuse. Il y a un lien, bien souvent, dans d'autres phénomènes plus extérieurs, plus dans la nature, on a la présence de cimetières. Ça, c'est important. Ou la présence de chapelles, ou d'églises. Et là, dans cette histoire qui est complètement opposée, antagoniste à ce qu'on entend habituellement et qui se passe en pleine nature, là, on a quand même des liens qui se tissent. Un rapport à la religion, un rapport à la lumière lunaire aussi.
Et là, c'est le seul cas que j'ai eu où on me parlait effectivement d'une forme de symbolisme qui serait dessiné dans la lumière lunaire. Du symbolisme. Bien sûr, des formes géométriques. Ouais. Et qui veulent dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, alors, c'est que... après, on peut aller plus loin si vous le souhaitez. Hein. Si on peut le faire dans le cadre de l'émission, je peux expliquer, aller un petit peu plus loin. Ouais, parce que moi, tu m'as mis l'eau à la bouche. Là, bien sûr. Voilà, donc... Alors, moi, en tant que chercheur, effectivement, j'ai été voir sur différents angles. Voilà, je n'attaque pas uniquement sur un angle. Alors, de formation ingénieur en agriculture, oui, et les sols, effectivement, sont quelque chose qui me parle. La nature aussi, parce que je suis quelqu'un ici de la ruralité. Ouais. Donc, j'ai cette connexion avec la nature, mais là, ça va me servir à rien. Là, il faut que j'utilise un autre bagage. Le bagage que je vais prendre, c'est celui de l'occultiste. Celui qui, depuis l'enfance, teste des choses, essaye de comprendre dans ces livres un peu mystérieux, qui paraissent un petit peu difficiles d'accès, essayer d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et moi, ce bagage-là m'a beaucoup aidé. Parce qu'il est bien expliqué dans certains de ces livres que le symbolisme, les archétypes, si on reprend le côté jungien, mais en occultisme, on va parler de symbolisme géométrique, ils ont leur place dans ces phénomènes-là. Parce que ils sont les prémices à ce qu'on va appeler la magie aussi, dans l'occultisme. Ces formes géométriques, elles vont nous montrer effectivement, c'est ce que j'explique dans Qualon, que la géométrie sacrée, elle a tout son rôle à jouer dans l'apparition de ces phénomènes. Pour vous faire comprendre ça, c'est pas évident quand on n'a pas cette base-là. Je vais vous donner un exemple typique, celui de la cymatique. La cymatique, c'est ces expériences scientifiques qui consistent à saupoudrer une plaque de verre avec du sable fin et puis avec un archet de violon de faire vibrer la matière, de la faire vibrer à tel point que le sable va commencer à s'agglomérer pour former une forme géométrique bien nette. Ouais. J'invite les spectateurs à aller taper cymatique sur Internet pour voir effectivement cette démonstration qui est sans commune mesure. Et on va se rapprocher de ça. Une forme de vibration qui va structurer l'invisible dans le visible. Voilà ce qu'on peut en dire. Après, les animaux qui vont se positionner, ces parties d'animaux que l'enfant va voir, et là, ça va faire aussi appel à ce qu'on raconte en théosophie sur l'astral. Et sur l'astral, on est sur l'antichambre de la matière. Et il est un fait certain pour moi, qui étudie le dogman depuis un petit moment déjà, que le dogman, il va apparaître avec ce qu'il a sous la main. Et dans l'astral, c'est un petit peu comme si on regardait Matrix. Et puis quand on a dans une scène de Matrix une pièce toute blanche où l'opérateur va faire apparaître tout un tas d'équipements pour permettre au protagoniste ensuite de rentrer dans la réalité armé avec ce qu'il faut. On va pouvoir faire ce parallèle. Le dogman, c'est un être pour moi qui ne peut pas. Oui, il est bipède. Oui, mais il est coincé. Il est coincé entre deux mondes. Et il va devoir s'armer. Il va devoir s'équiper avec ce qu'il peut avoir sous la main. Parce que oui, ça a l'air d'être une conscience intelligente et humanoïde, mais il ne peut pas apparaître sous une forme humanoïde. Il va alors essayer de se parer d'un costume, tout clairement, on peut le dire, d'un costume, pour pouvoir rentrer. Et ce qu'a vu cette petite fille, pour moi, en tant que chercheur de l'inexpliqué, nous avons eu la chance de voir dans ce cas-là un petit bout de ce qui se passe derrière la réalité, de cette antichambre avant l'apparition face à un témoin. Belle histoire dans tous les cas que tu nous as conté là. Effectivement, ça a beaucoup plu sur les réseaux. Je regardais un joli conte, etc. Parce que c'est un conte, mais un conte de la réalité. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé. Alors, ce qui est fou, c'est que la dame qui aujourd'hui n'a plus 6 ans, elle se souvient de tout cela comme si c'était hier. C'est quelque chose qui l'a bien marqué quand même. Et ce qui est dingue, et là ça va encore aller sur les profils 1 ou les profils 2, et puis ce lien peut-être aussi avec une forme de génétique de famille, c'est que sa fille en a vu un aussi. Sa fille qui a une 20aine d'années, mais elle en milieu extérieur. Elle en a parlé à sa mère, et ce n'est que là que la maman a expliqué ce qu'elle avait vu quand elle était enfant. Marilyn, est-ce qu'on a des cas, tu as glané des cas justement d'enfants, parce qu'on dit souvent que c'est des personnages, c'est des éponges, les enfants. Est-ce que tu as entendu parler d'histoires avec des enfants? Avec les enfants ne sont pas formatés, on va dire. Ouais. Ils sont plutôt purs, ils sont plus ouverts sur ces mondes-là. Ils jugent pas, ils prennent. C'est tout juste pour. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Ouais. Et oui, il y a beaucoup de cas d'enfants, en effet.
Il y a des enfants, bien sûr, qui voient des fantômes, qui voient des ovnis, qui voient des dogman, et tout cela est mentionné dans le livre de Bragi qui s'appelle Qualon. On aura l'occasion, bien sûr, si vous êtes abonné à BTLV, d'y revenir, parce qu'on a enregistré cet après-midi une émission superbe avec Bragi, et qui va en détail sur toutes les recherches. Mais il y a quelque chose qui me... une question que je t'ai posée cet après-midi à l'enregistrement, et je veux quand même la poser ici, parce que la vraie question, c'est de savoir, est-ce que ces choses sont conscientes de l'endroit où elles se trouvent? Est-ce qu'elles viennent intentionnellement? Ou est-ce que c'est ces multidimensions qui se croisent par le biais de ces tensions météorologiques, telluriques, lunaires, etc. Ou est-ce qu'elle décide de venir et de se dire, voilà, je profite, je suis conscient, je sais qu'il y a un monde, je vais aller voir. Bragi. Alors, aujourd'hui, moi, je ne suis pas fermé. Ce que j'amène avec Qualon et avec Bigfoot Dogman, entre matérialité et immatérialité, ce n'est pas un dogme. C'est-à-dire que peut-être que le Bragi qui va venir, qui reviendra, j'espère, si je suis invité à un autre moment, il va évoluer. Je ne suis pas fermé. Pour l'instant, ce que je constate avec le terrain, là, ce n'est pas de la croyance, c'est ce que je constate. C'est que ces créatures-là, elles utilisent des tensions, des piratages de la réalité. Elles ne semblent pas, en tout cas sur la partie infrafaune, les parties les plus noires en fin de compte de ces phénomènes, ne semblent pas maîtriser les choses. Elles apparaissent quand elles peuvent et non pas quand elles veulent. Alors elles veulent rentrer à tous les coups, mais elles vont apparaître parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des témoins qui ont un profil particulier, peut-être génétique ou psychique, et à ce moment-là, elles vont rentrer. Voilà. Il y a eu certains cas en ufologie, si on prend plus large, où des gens vont voir des créatures s'agiter sans qu'on ait l'impression que les créatures souhaitaient être vues. Mais on est quand même dans une forme de théâtralisation qui me fait dire aujourd'hui que toutes les apparitions sont voulues. Il n'y a pas d'accident de parcours. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas dit que c'était fermé, que c'était une vérité. C'est ma vérité du moment, mais qui peut évoluer dans le temps aussi. Voilà. Donc, à ce niveau-là, voilà. Et par contre, sur la partie un petit peu plus supraphaunistique, suprafaune, là, je sors un peu du sujet, moins parasitaire, parce que le dogman, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, il arrive là où il y a une pollution par anthropisation du milieu. Il y a une violation de la réalité en utilisant l'activité humaine. Moi, c'est pas ce que je pensais avoir à la fin, à la conclusion de mon livre. C'est ce qui est venu à moi au bout d'un moment, quand on étudie le sujet, on n'a pas cet avis, mais on est obligé de l'avoir puisque à chaque fois le cas se recoupe. C'est essentiellement de l'acidification de sol. Donc il y a quand même un piratage et une volonté de rentrer, pour faire simple. D'accord. Voilà. Donc on voit qu'il y a effectivement la volonté de se montrer et de pas se montrer à tout le monde. On a eu bon nombre de témoignages où les gens étaient en groupe, il n'y en a que 2 ou 3 qui voient les choses et le reste ne les voit pas. Pour ceux qui voient les choses, Marilyn, est-ce qu'il est facile, quand on décide de faire un bouquin comme celui-ci, d'avoir les témoins qui parlent? C'est très compliqué. Très compliqué parce que la plupart des témoins, presque tous, sont moqués. Donc, ils ne parlent pas. Par contre, nous qui sommes sur le terrain, qui faisons des conférences, les gens parlent. Ils viennent se confier à vous. Et quand vous leur donnez la parole, ils sont libérés, ils vous remercient et ça leur fait un bien fou. Ils ont besoin de se libérer, ils ont besoin de personnes qui les croient. Parce qu'en fait, ils sont un peu comme dans la libre antenne, ils sont dans un univers un peu protégé, parce qu'ils savent de toute façon qu'ils vont pouvoir parler sans être moqués. Quand ils viennent vous voir en conférence, ils vous disent... Regarde, moi, elle va me comprendre, elle va comprendre ce que j'ai vécu. On les écoute. C'est ça qui est important. Et on garde l'anonymat s'ils le veulent. C'est ça. Donc c'est très important. Le folklore s'est emparé de ce mythe du dogman, du loup-garou, etc. On a vu pas mal de films, de cinéma, et j'ai la sensation qu'on va en avoir de plus en plus, parce que quand les sujets deviennent à la mode, fatalement, Hollywood s'en empare, etc. Il y a une vraie différence quand même... vous deux, entre le loup-garou et le dogman. C'est-à-dire que le loup-garou est un homme qui, lui, a été mordu par un loup, mais et va se transformer. Et le dogman vient, lui, d'une autre réalité. On est bien d'accord? Pour ma part, oui. Pour ma part... Pour ma part, non. Ah. Pour moi, c'est la même entité. C'est juste que ça a évolué
dans le temps. Alors pour toi, le loup-garou et le loup-garou et Dogman, pour moi, c'est la même chose. D'accord. C'est juste que ça a évolué avec le temps, la culture. Voilà. Ça vient d'où d'ailleurs le Dogman? Ça vient des États-Unis? Parce que là j'ai vu quelqu'un qui dit le Dogman est français. On dit que non, c'est pas français. Le Dogman, ça vient des États-Unis. Ouais. C'est un terme effectivement qui a été pris effectivement aux États-Unis. Et qui a été repris en France justement pour pas effrayer les gens. C'est-à-dire que le loup-garou, ça fait peur. Les gens passe mieux. Voilà, les gens ne témoignaient pas loup-garou. En fait, le truc qu'on peut voir dans la forêt, qui n'a pas besoin d'être mordu, ça fait pas peur. Par contre, celui qui se fait mordre. Voilà. Parce qu'il est intégré dans le folklore, c'est pour ça que je faisais une distinction entre loup-garou et Dogman. Pour moi, le loup-garou, c'est l'image que les gens ont de ce côté folklorique. Effectivement, après, je suis d'accord, je te rejoins complètement, c'est la même créature. Mais dans la conscience des gens, c'est différent. Il y a ce côté Dogman qui est plus lié à l'histoire, à de la mythologie. Enfin, le loup-garou. Et le Dogman, lui, qui est plus celui de terrain de la réalité. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les premiers à parler sur les chaînes, Lionel Camille, etc., utilisent le terme Dogman parce que ça ne fait pas peur. Oui, parce que si tu fais loup-garou... Mais c'est pas connoté, en fait. Il y a moins de connotation, c'est une nouveauté. On met un nouveau produit, en fait, c'est un nouveau packaging. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, loup-garou, ça fait un peu folklorique quand même, parce qu'avec tout le cinéma qu'il y a eu, on se dit, bon, c'est un divertissement. Dogman, il y a un côté curieux, qu'est-ce que c'est, etc. Donc voilà. Bon, on va continuer à parler de tout cela, puisqu'on est en direct. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Vous êtes encore plus nombreux à être arrivés. Merci de nous avoir choisis. Surtout, vous ne changez rien. Je voulais savoir, et vous signaler quand même que on est dans le mois Halloween, hein, il faut le savoir, et qu'à cette occasion, regardez, on vous offre la possibilité de nous rejoindre à 1,25 € par mois pendant 10 ans. Donc les liens, c'est Valentin qui va les mettre dans le chat. D'ailleurs, vous êtes pas mal à nous demander quelle tête il a, Valentin. Imaginez un loup-garou, c'est ça. Donc il a une grosse barbe avec des cheveux partout. Il a un mix, il a un loup-garou roux. C'est un mix entre Donald Trump sur le haut et Demis Rousseau sur le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais c'est lui qui prépare magnifiquement ses émissions. Et dans tous les cas, si vous le croisez, peut-être que vous aurez peur parce que vous croirez que c'est un loup-garou ou un Dogman. Et il est très gentil, il nous accueille bien. Mais oui, et c'est lui qui va mettre les liens, bien sûr. Alors, il se passe toujours quelque chose sur BTLV, vous le savez. Et regardez d'ailleurs, parce que demain, nous serons en direct pour ceux qui ont pris leur place, parce que c'est le deuxième ciné-débat de la saison, avec Valérie Seguin et invité sur le plateau également le docteur Christophe, psychiatre. Christophe Fauré, on va parler de L'âme. Elle sort son film L'âme 2, et ça va être un événement très important. Regardez. Nouveau, BTLV présente les ciné-débats. Le 23 octobre, en compagnie de Valérie Seguin et de l'un des intervenants du film L'âme, l'au-delà et l'invisible, Bob Bellanca vous propose une soirée exceptionnelle. Dès 20h, diffusion en direct du film, suivi d'un débat autour du mystère de la survivance de l'âme. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça va être très très beau. Et si vous n'avez pas encore pris votre billet, sachez que vous risquez de louper ça. L'invisible, c'est extrêmement difficile à définir. Pour moi, l'invisible, ce sont des forces plus grandes que nous. J'ai toujours été sensible à l'invisible, à l'âme, donc j'ai toujours eu des visions. Quand j'étais enfant, parfois j'avais des phénomènes de sortie de corps. Et c'était même un peu paniquant, parce qu'il y avait des moments où je me demandais si j'allais pouvoir y revenir. Je me sens guidée par mon âme, ou je ne sais quelle force invisible. Il y a beaucoup d'histoires de guérison qui ont été attribuées à une concentration collective, à des prières collectives. En tout cas, ça m'a rendu très joyeux, le fait de m'intéresser aux âmes, aux vies antérieures, à ce qu'il y a après la mort. Je pense que le monde de l'au-delà, il n'est pas dans un univers parallèle, quelque part ailleurs. Je pense qu'il est là, il est autour de nous, il nous enveloppe. Alors à quoi ressemble ce monde invisible ? Peut-on s'y relier ? Et quel impact peut-il avoir sur notre monde terrestre ? Il existe peu de certitudes, mais ce film propose des pistes et vous invite à entamer un voyage fascinant. C'est pas simplement la continuité de la conscience après la mort, ça parle d'une continuité de la conscience avant la vie.
Voilà, donc le ciné-débat avec l'âme 2. Demain, Valérie Seguin sera sur le plateau et accompagnée, elle le sera par le docteur et psychiatre Christophe Fauré, que je sais que vous attendez, et ça va me permettre de poser des questions sur justement cette connexion entre la science et ses expériences de mort imminente. Comment la science envisage l'âme, comment on peut l'appréhender, est-ce qu'il y a une réalité, est-ce que la science suit ces pistes-là? On découvrira tout cela demain. Là où les autres s'arrêtent, lui commence. Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. BTLV. Nous sommes bien sûr dans le questionnement sur BTLV, mais il y a un sujet qui me passionne, c'est celui du dogman et du loup-garou. En fait, deux entités qui nous permettent, et on le verra dans le livre et l'émission qu'on a fait avec Bragi sur le Quallon, que finalement, ça va même jusqu'à des cas de possession. Voilà, je vous dis ça, mais si vous êtes abonné à BTLV, prochainement, Bragi sera sur BTLV dans une émission d'1 heure, et puis après, vous pourrez le retrouver au mois de mars, aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué. On va continuer à parler de ce dogman avec Marilyn et le cas de Alain de la Trinité, c'est à côté de Nice, hein, c'est ça. C'est un cas qu'on a déjà évoqué sur BTLV, mais visiblement, il y a des nouveautés, et on en parlera tous les trois. Alors, brièvement, on rappelle les faits, Marilyn. Donc nous sommes le 9 janvier 2018, il est minuit 30, donc sur la commune de Nice, à la Trinité, dans les Alpes-Maritimes. Alors je vais vous dresser un petit peu l'endroit. C'est une route qui est à côté du fleuve Le Paillon. Donc le fleuve Le Paillon, c'est l'or, qui a été trouvé de l'or dans ce fleuve. Au-dessus, vous avez un cimetière, un très vieux cimetière. Pas loin, Bragi y reviendra, il y a une station d'électricité. Et on en parlait aussi, donc c'est la Trinité, très religieux. Ouais. Il y a le cimetière au-dessus, il y a une croix juste avant et un virage. Là, il y a plein de choses qui sont marquées dans le bouquin de Bragi. Il y a une station d'épuration. C'est ça, il y a une station d'épuration qui est pas loin. On a tous les éléments. Et Alain, donc le témoin, qui arrive, lui, il travaille sur Monaco. Il travaille dans l'hôtellerie de luxe. Et ça fait 21 ans qu'il fait le trajet, de jour comme de nuit, en scooter, en voiture. Ce jour-là, cette nuit-là, il est en voiture. Et il n'a jamais vu ce qu'il va voir. Donc, il passe le virage, et là, il ralentit, il stoppe. Il voit sur le bas-côté droit une forme, il pense que c'est un chien qui est accroupi de profil. Tout d'un coup, l'animal qui est sur sa droite se lève, et là, il trouve une sorte d'homme-loup qui se dresse, qui fait 1m70, qui le regarde, qui l'a très bien repéré. Donc il s'approche. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre les deux. Il y a une connexion. Il sait très bien où il est et il se rapproche de lui et le regarde dans les yeux. Alors cette entité est très particulière. Déjà, elle a une tête de loup avec des poils très sales, un peu comme un porc-épic, très touffu, une taille très marquée, très fine. Des poils donc noirs, quand il va se retourner, une crinière qui s'arrête au bas du dos avec une queue de loup, des oreilles bien droites et des yeux rouges qui sont illuminés de l'intérieur. Ça ressemble un peu à ça. Bon, là, les yeux sont jaunes, mais avec des yeux rouges illuminés de l'intérieur et des dents. Il sourit. Il sourit. Ah oui, c'est ça qu'il faut. Ça c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est-à-dire que le sourire, comme s'il y avait je t'ai vu, regarde, et je te montre. Un sourire narquois. Et comme il dira comme le chien-loup de Tex Avery. Voilà. Et c'est anormal. Comme s'il se moquait de lui, en fait. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, ce témoin-là, il est mort de trouille. Non, il dira c'est pas qu'il a peur, mais il est quand même stupéfait de ce qu'il voit. Hébété parce qu'il voit, quoi. Hébété de ce qu'il... Voilà.
Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'avais eu l'occasion, quand je l'avais rencontré, de le voir me mimer, la manière dont il était en résistance, parce que c'était presque une lutte intérieure. Il m'avait dit j'étais en lutte intérieure, ou alors effectivement il luttait avec lui-même en disant ça n'existe pas, c'est pas possible. Il était face à ça. Non, il faisait front en fait à ce qu'il voyait. Il était vraiment, il le regardait. Psychologiquement, il voulait montrer qu'il n'avait pas peur. Il y avait une glace, une fine glace, enfin une vitre. La vitre de la voiture. L'autre vraiment fait le tour pour aller le voir du côté conducteur, donc ça veut dire vraiment il avait compris comment ça fonctionnait, un véhicule, c'est ça, qu'il y a un conducteur d'un côté, et il le regardait, et Alain le soutenait, le regard en fait. Oui, comme avec un animal, je montre que j'ai pas peur, en fait, c'est ça. C'est ça. Et il y a ce déplacement qui est très particulier aussi, qu'on verra aussi dans l'autre cas, il se déplace très bizarrement, c'est un peu comme s'il dansait, c'est une démarche très particulière, voilà. Il se dandine, il se dandine. Il y a un côté quand même surréaliste dans tout cela. C'est-à-dire que le côté, regarde, je te souris, je te fais peur mais je te souris, je me moque un peu de toi, et puis je danse n'importe comment ou je marche n'importe comment, et puis je me barre. Un peu parodique. Hein. C'est ça, il y a un côté un peu... Mais texte abri, quoi. Donc, voilà, on retrouve dans beaucoup de témoignages, y compris ufologiques. Donc là, l'entité se retourne, fait un bond et se retrouve sur le petit muret qui est juste au-dessus du fleuve, du Paillon. L'entité se retourne vers Alain, le regarde, se retourne du côté du Paillon, le regarde à nouveau, se retourne du côté du Paillon et saute, comme le ferait un homme. D'accord. Et il saute dans le vide. Dans le vide, dans le Paillon. Comme tu le dis, comme le ferait un homme, non pas tête en avant, avec les pieds, mais les pieds en avant. C'est ça. Et alors, là où c'est le plus haut, 18 mètres. D'accord. Et là, Alain se dit, mais c'est pas possible. Personne, il va s'écraser. Il a sauté, mais qui fait ça, quoi? C'est n'importe quoi. Voilà. Très, très particulier. J'imagine que le témoin n'a pas voulu sortir de sa voiture pour aller voir où était la créature, quoi. Il n'est pas sorti, il est rentré chez lui. Peu de temps, plus tard, il est revenu sur les lieux, bien sûr. Et comment on a découvert ce témoignage? Il est allé en parler à la police? Comment? C'est par les réseaux sociaux? Moi, je sais, il en a parlé à une psychologue qu'il connaissait et qui était très branchée sur le sujet. Ensuite, elle en a parlé à Éric Zurcher, qui en a parlé aussi. À des chercheurs indépendants, quoi. Voilà, après il y avait Lionel Camille, etc. C'est la psychologue qui a fait le pont, en fait. D'accord, ok. Bon, là, on voit que c'est... Il y a du nouveau. Il y a du nouveau, voilà. Et je sais que tu as du nouveau également, vous avez du nouveau. Ce cas, est-ce qu'on peut dire qu'il est emblématique du Dogman? Est-ce que c'est peut-être de là que parle l'intérêt du public de celui-ci, de ce cas-là, pour la France? C'est là que la parole a été libérée en France. Au moment où on a eu un témoin français, les autres témoins se sont dit, si un Français qui parle, je vais parler. C'est évident qu'Alain fait un très très gros travail, il a eu le courage de le faire, et du coup il a permis effectivement de libérer la parole. Et effectivement après il y a eu un gros travail par tout un tas de gens qui ont commencé à récupérer tous ces témoignages-là. Ça a été un tsunami. Il y a des nouveautés, vous me disiez, et l'un et l'autre. Toi, tu as rencontré Alain, je crois. Hein? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Alain, puisque chaque été, je pars dans le sud. J'y suis attaché parce qu'on a une petite maison de famille là-bas, donc je suis dans ce secteur-là. Et Alain était venu vers moi après mon livre... non, même pas. Non, comment ça s'est fait? Je dis pas de bêtises. Non, parce qu'il a lu mon travail. Enfin, il avait entendu parler de moi. Il s'est dit, lui, je peux lui en parler. Il va m'apporter peut-être des réponses, en fait. Parce que malheureusement, quand un témoin parle, il y a souvent, les témoins font office, comment dire, face à des enquêteurs qui jouent pas le jeu, ils vont tirer tout ce qu'ils peuvent tirer du témoin, et après ils s'en vont. Et le témoin reste avec ses questionnements, et il n'a pas de réponse. Et là, il m'avait dit, avec toi, je sais que le travail est sérieux et je vais avoir des réponses. Et voilà. Et je suis en contact encore aujourd'hui, c'est un ami maintenant. Donc j'ai été le voir, c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a dit, passe à la maison et puis je vais te faire revivre la chose, en fait. Donc il m'a tout fait visiter, on est monté jusqu'au cimetière là-haut.
cimetière 19e siècle, il y a des vieilles tombes. Ensuite, il m'a fait visiter le virage. Nous sommes allés sur ce virage et c'est là que j'ai vu au travers du paillon la station d'abord le poste de transformation, la station d'épuration plus loin, et puis que j'ai vu ces croix, en fin de compte, cette croix, ce calvaire, non loin. Ce qui est intéressant, c'est quand on s'est arrêté sur le bord de route, c'est ce qu'a fait Alain, il me l'a fait 3 fois. Il m'a fait la mimique du dogman. Il m'a montré ce qu'il a vu avec son corps. Et ce qui est fou, c'est qu'à travers de la mimique d'Alain, on voit ce dogma. Il a essayé de vraiment, même le faciès s'est transformé. Il me montre vraiment l'aspect recroquevillé, c'est-à-dire en position instable, les mains crispées et cette difficulté à se tenir debout et le regard qui m'a. Quand Alain me fait le dogman, le regard est noir. Il l'exprime. Et à chaque fois qu'il me l'a fait dans la journée, parce qu'il était tellement heureux, donc il me le refaisait, c'est la même expression. On ne peut pas l'inventer. Il retranscrit vraiment ce qu'il a dans sa tête et il me retransmet ça. Et c'est énorme. Et ensuite, et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'on est descendu dans le paillon. C'est-à-dire qu'il y a des enquêteurs qui sont descendus. Alain s'est refusé de venir avec eux parce qu'il ne sentait pas les personnes. Moi, j'ai eu la chance d'aller en bas. En plus, il faisait sec. On était au mois fin juillet, début août. Donc, on a pu poser les pieds dedans et aller voir l'endroit précis, en bas des 18 mètres, où il a sauté. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous ? Et c'est Alain qui me montre quelque chose. Pour lui, c'est anodin. Il me regarde et on a une grosse pierre en dessous qui est sous l'eau d'habitude. Il me regarde, il fait « Oh, regarde cette grosse pierre à la forme étrange qu'elle a. » Mais lui, il s'arrête là. Moi, évidemment, j'ai le cerveau qui turbine à fond. Je regarde et je dis « Mais c'est creusé par l'eau. » Mais dans ce rocher, il y a un vortex de gravé par le mouvement de l'eau. Des mouvements millénaires de ce gros rocher qui fait bientôt la surface. Un tourbillon, quoi, en fait, c'est ça. C'est un tourbillon, mais je dis, il y a un vortex d'eau en dessous. Et ça, personne ne le sait. Il y a un vortex en dessous. Et l'eau, en fait, à cet endroit précis, c'est le seul endroit du paillon où le paillon, son lit va percuter les bords de la falaise. C'est le seul endroit. J'ai vérifié, j'ai suivi tout le tracé, et au moment précis, dans ce virage, où que Alain a pris et a vu la créature, le paillon vient dessiner un angle à 90 degrés. Il vient taper la roche. Et il vient creuser cette roche en vortex. Alors, il y a un enquêteur qui est venu et qui a dit « Ah, il y a un trou, il y a une grotte à cet endroit. La créature vit dans cette grotte. » Non. L'eau a creusé tellement à cet endroit-là que l'impact de l'eau est présent, et même à sec, on le devine, ce mouvement en rotation, en vortex. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, on est vraiment sur un point précis. Là, l'histoire de la tension du milieu, elle est gravée dans la pierre, même l'été. Ouais. Donc l'hiver, effectivement, le mouvement existe par l'eau, et l'été, il est gravé, il est marqué comme une empreinte indélébile à cet endroit précis, là où la créature est apparue. Il y avait de l'eau quand Marilyn, quand il a vu la créature, ou c'est Alors, pas... il le dit pas, mais on suppose que oui, vu la date. Peut-être que on est en crue. Parce que le paillon, c'est un fleuve qui, l'hiver, il y a de l'eau. Hein. Parce qu'on peut imaginer effectivement que la créature a vu ce vortex, ou venait peut-être même de là, et que quand elle saute, elle s'envoie par là. Je le pense, l'état des poils le laisse présager. Il revenait d'un lieu humide. Ouais. Le lieu humide le plus près, c'est le paillon. Hein. Dire, c'est sablonneux, c'est argileux. Alors, il y a différentes couches. En plus, on est complètement dans des couches géologiques qui laissent montrer qu'on a un sol hydromorphe avec un argile smectique, donc avec un fort lien avec l'électroconductivité. Donc, on est sur quelque chose qui effectivement colle avec ce qu'on peut imaginer, en tout cas dans ma théorie. Dans la théorie de Jeanne. Donc, ça, ce sont les nouveautés. Alors, il y en a une autre. Oui, il y a une marginale qui est sur place, qui mettrait des pierres en cercle et des plantes, des fleurs à l'endroit où a été vu le dogman. Aux dernières nouvelles, avec Alain, quand je l'ai eu au téléphone, il suit cette dame
plus ou moins son domicile fixe. Alors elle vit avec sa mère, c'est une dame qui fait mine de ne pas parler français. Ce sont des gens d'origine étrangère, sans savoir vraiment de quelle origine. Et elle tourne avec son caddie le long du paillon. Et ça a été même au-delà. Il y a des morceaux de viande qui ont été posés sur des sacs poubelles noirs. Ah ouais. Donc Alain est venu la voir en langue irlandaise en lui disant « Je sais que c'est toi qui fais ça, pourquoi tu fais ça ?» Et cette dame fait mine de ne pas comprendre, en titubant, il s'en va. Donc, et pour moi, avec le recul, je pense que le point de contact, l'explication, et on revient, on se souvient de l'histoire d'avant avec l'Opus Dei et le prêtre, rapport à la religion, rapport en tout cas à une forme de spiritualité des êtres humains qui ferait appel d'air en tout cas. Là, on en a peut-être la démonstration. Et je voudrais rajouter quelque chose. Pour moi, le nom des lieux est important aussi. Le nom des lieux où apparaissent ces créatures. Pourquoi et alors le paillon, c'est pas forcément le paillon, mais il y a la Trinité. Ah oui. Là, on est encore avec un lien religieux. Mais c'est souvent le cas. C'est-à-dire que je pense que les noms ont une fonction. Ouais. Bah déjà, ils ont une vibration. Bah déjà, il y a une vibration, exactement. Donc, voilà. Et moi, je voulais rendre hommage à Alain. Parce qu'Alain, il a été courageux. Sur certaines chaînes, sur certains médias, on s'est permis beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses sur lui. Moi, je rappelle qu'Alain n'a pas écrit de livre, il n'a pas de chaîne YouTube, il a une vie normale. Il a juste parlé de ce qu'il a vu et on lui a fait beaucoup de tort. Donc, je lui en rends hommage. Et je profite au niveau de la personnalité d'Alain. Alain a voulu effectivement se montrer droit dans ses bottes quand il a vu ça, pour montrer toute cette crédibilité qu'il a. Et il est crédible. Mais il est un fait certain, c'est que dans l'adolescence, le phénomène OVNI l'intéressait. Après, il a eu sa vie d'homme, il a encore sa vie d'homme, ça s'est effacé, il était dans autre chose. Mais c'est quelqu'un qui était ouvert. Et qui se posait des questions. Voilà, et ça c'est un point dont on ne parle pas. Voilà. Et je lui rends hommage encore une fois parce que c'est vraiment un ami. Après, il y a aussi, comme beaucoup de spécialistes me le disent, les choses surnaturelles se montrent aux gens qui veulent bien les voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement contre tout cela, à qui il n'arrive rien parce qu'en fait ils veulent pas voir, comme les signes lors des décès, etc. Il y en a qui disent c'est du bullshit, il y en a qui disent non, tout ça n'existe pas, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. En tout cas, c'est une belle histoire. Mais il y a des rationalistes qui voient aussi. Oui, alors ça c'est sûr. Mais alors déjà, moi j'adore les rationalistes qui voient l'église, par exemple. Tu vois, donc quand déjà tu es rationnel et que tu vas à l'église, tu dis il y a quand même il y a une dualité, parce que si tu veux, il y a quand même pas plus irrationnel que l'histoire qu'on nous raconte depuis quelques milliers d'années. Et attention, je blasphème pas, mais les anges, on voit toujours des gens dans les vitraux, Jésus qui monte au ciel, un Dieu qui est sur un nuage, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, même si c'est de la symbolique. Donc voilà, c'est toujours très amusant, en tout cas, de voir que des gens rationnels sont très croyants. En plus... Rationaliste. Pas la même chose. C'est ça. Alors, on va bien sûr regarder ce que vous dites sur les réseaux. Et je dis ça parce qu'il y a Vincent Trondepierre. Vincent Trondepierre qui m'a écrit, il m'a dit « Bob, j'ai eu une expérience avec un dogman. » Alors, il veut que je le contacte. Je ne peux pas vous contacter, Vincent. Par contre, envoyez-moi un mail à rédaction@btlv.fr et là, bien évidemment, on rentrera en contact. Vous dites que vous m'avez écrit lors de l'émission sur les dogman et bien sûr, je me ferai un malin plaisir à vous contacter, à échanger avec vous parce que, effectivement, on n'a jamais eu de témoin direct. On a toujours eu des gens qui nous ont rapporté des histoires de dogman. On n'a jamais eu de témoin direct. Donc, si c'est possible, j'aimerais bien. On a eu des gens qui ont rencontré des créatures un peu étranges, mais jamais le dogman à proprement parler. On va continuer à parler de ces témoins avec, dans quelques instants, une histoire sur une famille dans le Maine aux États-Unis. Avant cela, j'aimerais vous signaler que sur BTLV, vous pouvez vous abonner par de multiples moyens et que depuis le mois de juin dernier, nous avons ouvert une chaîne, une souscription à la chaîne YouTube BTLV. Ça vous permet de découvrir 4 nouvelles émissions par semaine sans aucune publicité, et ça c'est bien de le dire, parce qu'en fait vous nous fustigez souvent en disant « ouais, il y a de la publicité sur BTLV, c'est normal, le lundi et le mercredi c'est gratuit, donc c'est normal qu'on se rémunère avec la publicité. En revanche, si vous voulez avoir des émissions sans aucune publicité, eh bien vous vous souscrivez à la chaîne, déjà vous faites une bonne action parce que vous nous soutenez, et vous avez ces émissions 4 par semaine nouvelles sur BTLV. Donc j'espère que vous nous rejoindrez. Là encore, Valentin va mettre le lien dans le chat. Alors, à quel moment, Marilyn, quand on est face au témoin, on se dit là, c'est pas du bullshit?
Bon, déjà, on accueille les témoins en disant que c'est vrai, ce qu'ils vont nous raconter. Mais il y a des choses... C'est pour les mettre en confiance ? Non, je trouve ça normal de partir sur un postulat. Mais ce qui est vrai, tu dis, c'est leur témoignage. C'est ce qu'ils ont vu. Ouais. Après, on n'est jamais à l'abri d'une personne qui nous raconte des salades. Des salades, quoi, ça c'est clair. Mais premièrement, voilà, n'importe quelle personne, je la crois. Ensuite, il y a des choses qui reviennent, qui sont très particulières, des particularités, des choses que les témoins ne savent pas. Alors bien sûr, maintenant, avec les livres, avec les émissions, c'est divulgué, mais nous, on connaît certaines choses que les témoins ne savent pas, et on le ressent, on le sent. Quand quelqu'un est sincère, et puis il y a toujours une émotion, quand ils racontent ce qu'ils ont vu, enfin, je veux dire, on ne peut pas... Mais c'est ça. C'est ce que disait Alan Hynek pour les abductions. Il disait, je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, mais ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire qui les a bouleversés. C'est un peu la même chose. C'est la sincérité du témoin qui te... Parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, on le voit par exemple avec les ovnis, et on voit avec l'IA, avec tout cela, c'est super dur aujourd'hui de voir quelque chose. Il n'y a plus que la sincérité du témoin finalement qui peut... Parce que les images, je fais deux à peu près infos du jour par semaine, où je montre des choses qui sont dans le ciel. Et je dis toujours, attention, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un objet volant non identifié tant qu'on n'a pas identifié. Et ça ne veut pas dire extraterrestre, mais en tous les cas, c'est compliqué aujourd'hui quand même de démêler le vrai du faux. Si on prend le recul, si on prend du recul et qu'on se met, c'est ce que j'essaye de faire, je ne sais pas si tout le monde le fait, moi je me mets dans la peau du marionnettiste. Ouais. Ce que j'appelle le marionnettiste, c'est celui qui nous amène tous ces phénomènes divers et variés. Moi, il y a une base, ça converge vers un point focal peut-être d'une surconscience, quelque chose qui essaye de nous amener des informations. Le travail d'Eric Zurker, il a été très fort à ce niveau-là. Et si je me mets dans la peau du marionnettiste, je me dis aujourd'hui, avec l'IA, et tu l'as dit très justement, on a des images qu'on peut falsifier et ça va passer crème, quoi. Bah, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, les phénomènes ils mutent. Eric Zurker le dit, les phénomènes ovnis, aujourd'hui, ils sont de plus en plus dans le lit des témoins. Aujourd'hui, c'est dans le rêve. C'est dans les rêves. Je parle aussi, tiens, un autre exemple, des brûlures géométriques cutanées. J'en avais déjà parlé. On en avait fait une émission ici, ouais, c'est ça. Ou laisser imprimer sur le corps des gens. On essaye de rendre les choses de plus en plus intimes. En tout cas, ce marionnettiste, il se dit, voilà, les grandes démonstrations des années 50, 60, ok, c'est intégré maintenant dans la population, la culture, la pop culture, tout ça l'a intégré. Maintenant, on va aller chercher chaque personne, en tout cas, et on va les amener dans une forme d'intimité avec le phénomène. D'où le développement aussi de tous les sujets sur l'âme, sur des pratiques beaucoup plus liées à la médiumnité, toutes ces choses-là. Malheureusement, il y a dû à boire et à manger, mais ces témoins, je remarque qu'il y a une mutation du phénomène. Ce phénomène, ce n'est pas depuis l'Antiquité, des petits fantômes et puis des boucliers ardents dans le ciel. Il y a une évolution jusqu'à aujourd'hui où l'apport des réseaux sociaux, de l'Internet, fait que on a peut-être moins besoin d'apparaître trop parce qu'un témoin va avoir un niveau de médiatisation très facile. De réceptivité. Voilà, et puis ensuite, il peut en parler. Hop, tout de suite, regardez Alain de Nice, dans les années 60, on entendait à peine parler. Là, ce monsieur, aujourd'hui, ça le dépasse même. Et puis, après, ça mute vers plus de liant à la personne. Brûlure géométrique cutanée, phénomène qui n'existait, qui a pris son essor au début des années 2000 lorsque les crop circles disparaissaient. Tiens, c'est étonnant, c'est marrant. Et puis des phénomènes d'abduction de plus en plus qui se développent. Voilà. Donc, il faut prendre en compte aussi, dans la problématique Dogman, une mutation d'un phénomène. Peut-être qu'à l'époque victorienne, on était dans le spiritisme. À l'époque des apparitions mariales, c'était la Vierge. Les ovnis sont arrivés dans l'ère moderne avec l'industrialisation. Et puis là, réchauffement climatique, le lien avec la nature, bam, on a des phénomènes qui commencent à muter pour nous donner un autre message. Et tout ça est lié à l'archétype, joue avec les archétypes, avec l'inconscience des gens. C'est Jimmy Guilleux qui disait que les ovnis étaient un festival d'absurdité. On a la sensation qu'aujourd'hui, toutes ces observations sont des absurdités absolues et qu'elles se montrent sous des formes que l'humain
peut comprendre, quand tu me parles de Tex Avery, c'est qu'on a la sensation peut-être que le mec il dit et qui connaît la culture finalement des terriens et se dit tiens je vais me montrer un peu comme c'est ça. J'ai un autre témoin qui lui a vu une entité, bon ça ressemblait pas à un dogman mais plutôt un être entre le chat et le chien, mais il n'a jamais vu et pas très loin du cas de Valençol, de Maurice Mas, à 10 km. Et le témoin me dit, mais ce qui était trop bizarre, c'était son sourire. On aurait dit le sourire de Stitch dans Lilo et Stitch. D'accord. Voilà, et bien, un animal ne sourit pas comme ça. Non. Et c'est parodique. Et puis, il connaît bien Stitch, le témoin. Il se manifeste un peu comme ça. Tu parles dans ton bouquin, toi, et d'ailleurs c'est dans Les yeux du dogman, de l'importance du regard de ces créatures. Du regard des créatures, oui. Ils ont un regard particulier, presque humain. Ouais. Et une bête n'a pas un regard comme ça. Est-ce que les témoins parlent des yeux qui ressemblent à ceux d'un chien? Moi, quand je regarde un chien, il y a plein de choses qui passent dans les yeux. On a juste la sensation qu'il lui manque plus que la parole, le chien, c'est-à-dire qu'il a les yeux, etc. Est-ce que dans ces regards-là, il y a quelque chose qui se passe auprès des témoins? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une communication. Une communication. Après, les témoins ont l'impression que c'est télépathique. Bien sûr, parce qu'il y a une intelligence derrière le regard. Il y a une vie derrière le regard. Les témoins, ils le disent. L'entité presque parle avec son regard. Ouais, c'est ça. Par contre, il n'y a aucun des témoins qui a raconté une conversation télépathique avec l'animal. Ça a toujours été... Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. Du ressenti. Parce que quand on a des extraterrestres, par exemple, c'est que du ressenti. Une impression très forte, c'est-à-dire que c'est presque intellectualisé. Malgré qu'il n'y ait pas cet échange, il y a une forme d'intellectualisation, en tout cas peut-être de traduction par le mental de l'être, enfin de la personne qui le voit. Il y a une traduction qui se fait. Alors on peut imaginer qu'effectivement il y a une forme de télépathie, mais qui n'en est pas une, qui passe plus par l'émotion, plus que par vraiment une télépathie telle qu'on l'imaginerait mentale. On peut l'imaginer. Alors ces sujets fascinent toujours, ils sont difficiles quand même à appréhender pour la sphère bien pensante, et notamment médiatique. On voit que ça commence à s'ouvrir un petit peu, bon, pas sur les médias mainstream, mais sur les médias d'information du net, comme BTLV d'ailleurs, et il donne envie d'en savoir plus. C'est ce que nous allons essayer de faire dans une poignée de secondes, le cas de la famille Martin. C'est dans le Maine, aux États-Unis. Mais avant cela, je voudrais vous signaler que mardi, nous lançons une nouvelle émission. Ouais, regardez, c'est Radio Médium. Pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à vouloir expérimenter. Il y a beaucoup de médiums qui viennent sur BTLV, mais peu arrivent à contacter ces médiums. Eh bien, Candice Médium, ce sera en direct avec moi mardi prochain, le 28 octobre à 19h, pour contacter vos défunts et peut-être qu'ils vous donneront des informations sur votre futur et votre avenir. Mais dans tous les cas, si vous voulez y participer, alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a déposé son mail, rédaction@btlv.fr. Il vous faut la date de naissance et votre nom, prénom et vos coordonnées, bien sûr, afin que l'on puisse vous rappeler. Ce sera en direct mardi sur BTLV. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. J'espère que vous avez l'envie de découvrir l'inattendu en ayant exploré toute la sphère BTLVienne. On va donc maintenant, avec toi, Bragi, évoquer ce cas de cette famille. Cas étonnant. Il est étonnant, il est toujours dans la ligne directrice que j'ai souhaité amener sur BTLV pour cette émission de ce soir. C'est-à-dire trouver des indices qui montrent comment le phénomène est rentré dans la réalité. À partir de quoi ça a basculé. Et on va avoir des indices dans ce cas. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un cas qui est certes un petit peu ancien, il date de 2006, et un cas qui n'est pas français. Mais pour une raison vraiment voulue, et vous allez le comprendre tout de suite. Donc c'est la famille Martin, qui décide de s'installer dans le Maine, aux États-Unis, et pour des raisons financières. Malheureusement, le papa a eu un accident, il n'est plus dans la capacité de travailler. Malheureusement, dans les pays anglo-saxons, voilà, on a les ressources collectives pour bien vivre. Donc, il décide de s'installer dans une forêt du Maine, non loin de la ville de Palmyra.
À ce moment-là, donc Eric et sa femme donc s'installent et Eric est chasseur et sa femme n'est pas forcément une pro-arme et demande à Eric de mettre ses armes loin de la famille, dans un bâtiment annexe, dans un coffre. Ça, c'est le détail qui est important. Ce couple-là, un soir, alors j'ai redéterminé la date, il semblerait qu'on soit autour du 27 mai, soit autour du 28 mai 2006, et la date est importante parce que ça sera un critère à regarder à la fin. Ces gens sont sur leur balcon, ils sont en train de regarder à l'horizon, ils ont vu sur la forêt, en fait, sur l'orée de la forêt, et puis dans la forêt, il semble y avoir des mouvements lumineux, des lumières. Eric pense qu'il s'agit sûrement de chasseurs qui font du braconnage, des braconniers tout simplement. Donc ça l'interloque un peu et puis il décide avec son fils Sin d'aller voir un petit peu plus près dans la forêt de nuit avec leur lampe pour s'approcher. Ils éteignent d'abord la lampe, ils se rapprochent, ils rentrent dans la forêt et ils ont l'impression que du coup les lumières, voilà, qu'il y a une interaction, le fait qu'ils rentrent, les lumières, pam pam, s'éteignent. On en reste là pour ce soir-là. Et puis, ce qu'ils ont noté, c'est quand même un calme étrange. Alors qu'ils buvaient ce café, que les lumières étaient en train de jongler dans la forêt, à travers les arbres. Il y a un phénomène, on va appeler OSE, un phénomène bien connu des ufologues, un phénomène OSE, ou un phénomène de sous-cloche, où l'air paraît cotonneux, où le son ne passe plus. C'est pour nous encore un signal. Voilà, je pense que les personnes qui écoutent BTLV sont habituées à ça. À ce moment-là, donc, voilà, ça les interloque, ils rentrent chez eux. Le lendemain, la petite amie de la fille, le petit ami de la fille d'Eric est présent. Il décide d'aller balader les chiens. Ça, c'est encore intéressant. La présence des chiens est très récurrente lorsqu'on a un témoignage de Dogman. Ils vont promener les chiens et les chiens vont avoir un comportement étrange. Ils vont rester très proches des promeneurs. Et puis, à un moment, ils vont se retrouver dans la forêt, à peu près à l'endroit où les sphères étaient apparues. Un peu. Et là, ils vont se retrouver face à un trou circulaire, très net, presque découpé au couteau. Les chiens vont rester beaucoup à tourner autour. Le trou n'était pas là habituellement, c'est une balade qu'ils font souvent, donc c'est quelque chose qui les interpelle, c'est un trou qui est frais. Encore un indice, un critère à retenir. Et puis ils rentrent à la maison, et puis le week-end arrive, on est le 31 mai 2006, c'est le soir, et puis on prépare le café, puis on va encore aller boire dehors sur le perron. Sauf que là, ça va pas. Les chiens ne veulent pas sortir de l'enclos. D'habitude, quand on ouvre l'enclos, hop, ils partent, ils vagabondent autour. Là, ils veulent pas. Ils restent dans la niche, ils ne veulent pas. Ils sont prostrés. C'est la queue basse, c'est les oreilles rabaissées. Voilà, les chiens ne veulent pas. Il semble que quelque chose ne va pas, ce qui interpelle la famille. Et puis, au bout d'un moment, une brume tombe. Il y a une brume qui... Il y a tous les ingrédients. C'est énorme, c'est pour ça que je vous donne cette histoire. Et à ce moment-là, dans la lumière de la maison, des petites lampes extérieures, vous faire refléter 5 paires d'yeux à l'orée du bois. 5 paires 5 paires. On est sur 5 là, c'est un troupeau, là. Animaux. C'est un troupeau. Mais il y avait beaucoup de lumière. À l'époque, il y a quelques jours, en arrière, c'était vraiment un nuage de lumière dans cette forêt. Est-ce qu'il y a un lien? Mais souvent, on a déjà parlé, c'est-à-dire que ces créatures, souvent, il y a un lien avec les ovnis. C'est-à-dire qu'on a vu un ovni. Clairement. On voit ces créatures, ou alors on a vu ces créatures et on voit des ovnis. C'est-à-dire qu'il y a un vrai lien. Mais ne partons pas, ovni égale soucoupe volante. Non, c'est ça. Mais non. C'est le schéma qu'il ne faut pas faire. Cette gymnastique-là, elle nous a été apprise par les ufologues des années 60, 70, 80, même 90. Et puis X-Files et tout ça, les lumières, ovni, soucoupe volante. Non, restons pragmatiques. On a des lumières, là il se passe autre chose. Restons là-dessus. Il y a des poltergeists aussi, souvent. Des poltergeists, le Skinwalker Ranch, on y repense encore, c'est le zoo de l'inexpliqué. Mais voilà, ces éléments-là nous font dire attention, arrêtons avec les soucoupes volantes. On est sur autre chose. Restons pragmatiques.
dans ce sujet qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Ben voilà. Donc, à ce moment-là, Shirley, la femme d'Eric, lui dit, écoute, il faut qu'on rentre, il y a danger, on se précipite dans la maison, on s'enferme, et on regarde ce qui se passe dehors par la fenêtre. Là, les créatures prennent peut-être un peu d'aisance et commencent à rentrer dans la zone de la maison, devant la maison. Et là, on peut les décrire. Ce sont des très grosses bêtes, de très gros canidés. Oh là là. La plupart restent sur 4 pattes, sauf qu'à un moment, l'un se met sur 2 pattes pour nifler l'air en direction de la maison. Donc là, on est sur quelque chose qui terrorise littéralement les gens. Eric, chasseur, réflexe, je vais prendre mes fusils, sauf que les fusils, ils sont dans le petit cabanon. Il faut ressortir dans la cour pour aller chercher les armes, faire le code du coffre. Et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, puisque les créatures sont là, elles tournent, elles rôdent autour de la maison. Donc ils sont bloqués, et puis au fur et à mesure, ils décident de monter tous ensemble et de se retrouver dans la chambre parentale pour faire front, pour bloquer, et pour se protéger. Et ça, moi, ça me fait penser au film Signe. Bien sûr. Du film Signe. J'ai adoré avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Qui pour moi, c'est magnifique. C'est un de mes films préférés. Et la créature qu'il voit à la fin, c'est énorme. Le message derrière la fin qui est énorme. Et puis, ce n'est que au lever du jour que tout ça s'arrête, parce que la lumière diurne arrive, et à ce moment-là, le phénomène cesse. Donc la tension de la nuit aussi, parce que la nuit, c'est une tension. C'est une tension psychique pour les témoins qui est décuplée, j'imagine même pas... C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de phénomènes surnaturels apparaissent la nuit, parce qu'on est nous-mêmes dans une tension la nuit, le noir, c'est quand même... Et là, ça va disparaître quand la lumière revient, le jour revient. Tout à fait. On peut imaginer, et moi je me suis fait souvent la réflexion, est-ce que la tension psychique ne nourrit pas le phénomène? Est-ce que c'est c'est ce que dit quand même Marilyn aussi. On est d'accord. Parce que la créature fait tout pour que le témoin ait peur. C'est-à-dire qu'elle va se positionner de sorte à ce que le témoin soit obligé de passer par là. Donc elle a peur avant de passer. Ouais. Et c'est comme ça du début à la fin. C'est là où on se dit que ces créatures sont quand même assez redoutablement intelligentes. C'est-à-dire qu'elles sentent la peur. Mais si c'est un canidé, ils sentent la peur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le loup, les chiens sentent tout. La joie, la peur. Et d'ailleurs, on dit toujours, et c'est ce qu'a fait Alain à la Trinité, c'est-à-dire qu'il a regardé, il a fait face à la bête en disant « j'ai pas peur, j'ai les coronesses et tu m'auras pas ». Mais le canidé, lui, il sent. Donc peut-être comme il a senti que l'autre n'avait pas peur, je pense qu'ils ont accès à la conscience du témoin, mais aussi peut-être au futur. Ils savent ce qui va se passer dans le futur. Ah bon? Peut-être. Pourquoi pas? Ah oui, mais là il y a peut-être une... comment s'il passe par la conscience du témoin, il peut savoir que le témoin va passer par là, habite là. Donc voilà. Ça peut être expliqué comme ça. On continue. Philippe Guillemont nous indique, il en fait mention, il explique qu'une sensation de dépression, de peur, crée ce qu'on appelle des formes pensées en occultisme, en fait, des pensées externalisées de manière subtile, crée des formes pensées vides, exploitables par l'invisible. Est-ce qu'au final, on ne serait pas effectivement dans un mécanisme de récolte, entre guillemets, d'une peur, exploitable ensuite, pour des raisons diverses et variées, par un monde subtil qui va nous récolter en fin de compte ces émissions psychiques. Nous sommes des créateurs d'émissions psychiques, en continu. J'ai fait l'expérience, et je le mets dans le livre Qualon, de projeter dans l'eau une forme pensée, de mettre mon eau au congélateur et avec témoin à l'appui de voir l'eau qui prend une forme qui n'est pas la forme de l'eau témoin. J'ai dans Qualon une photo où on voit une forme pensée, je pense que c'est la première fois d'ailleurs, cristallisée dans la matière. Voilà, ça j'en suis très fier d'ailleurs. En tout cas, cette histoire, elle se termine comment? Avec le matin, ces personnes se réveillent le matin, effectivement. Et il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Il n'y a pas de traces. Alors, il y a une tentative d'appel auprès des forces de l'ordre qui ne prennent pas au sérieux ce qu'a vécu la famille, parce qu'on est en 2006 à ce moment-là. On n'a pas encore ce développement. Oui, il y a des gens qui en parlent. On n'a pas ce développement-là. Peut-être qu'avec un Bigfoot, ça aurait été plus crédible. Qui sait?
Donc à savoir, juste pour remettre les choses dans le contexte, moi ce qui m'intéressait, c'était la manière dont ça rentrait dans la réalité. Il y a des indices ici qui montrent que ça peut être crédible. Dans mon livre Qualon, je parle de la syzygie, c'est-à-dire de l'alignement de 3 planètes qui créent une tension gravitationnelle beaucoup plus puissante. J'ai regardé le 27-28 mai, où on était les phases lunaires. Nous étions jour pour jour sur la nouvelle Lune, c'est-à-dire un alignement Terre, Lune, Soleil. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais pas regardé d'ailleurs quand j'avais mis l'histoire dans mon livre. Je l'ai regardé là tout à l'heure, parce que je savais que j'allais lire cette histoire et je voulais vérifier ça avec mon nouveau regard pour ce nouveau livre. Et je confirme que la Lune n'était pas visible. La luminosité de la Lune était à 0,07%. Face à une pleine Lune à 100% de luminosité, là on était vraiment sur la nouvelle Lune avec une ambiance gravitationnelle très puissante. Et je rappelle aussi l'état du sol, un étrange trou creusé à l'endroit où ces lumières apparaissaient. C'est ce que je décris de nouveau dans Qualon. C'est une réalité qui rentre dans la réalité. Bon alors, franchement, dans Qualon, vous allez en avoir des informations et en fait ce qui est assez intéressant, c'est le résultat des recherches. C'est-à-dire qu'on part d'un événement et tu t'aperçois qu'il y a toujours des corrélations et qu'il y a ces alignements, ces syzygies, là, voilà, il y a ces tensions météo, ces tensions lunaires, ces tensions psychiques qui font que ces apparitions sont aujourd'hui référencées par les témoins. On va, dans une poignée de secondes, essayer de partir à Fayence pour voir... On finira avec 2 histoires, hein, voilà, avec Fayence et puis le dogman de... Alors, on n'a pas réussi à le dire, à trouver comment ça se disait. C'est dans le Nord, ça s'appelle Strazel. Voilà. On s'excuse. On s'excuse. J'aurais dit Trazel, oui. Bon. En attendant, vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire que BTLV n'organise que des choses à Paris. C'est faux, la preuve. BTLV et Pandora Events présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Élodie Ridolfi et Candice Médium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Alors j'espère que vous nous ferez le plaisir d'être avec nous ce 11 décembre au 111 à Bordeaux, 111 rue de Notre-Dame. Ceux qui connaissent bien Bordeaux, eh bien c'est, je crois que dans le quartier des Chartrons, et vous y serez les bienvenus pour cette soirée exceptionnelle. Dans la vie, il y a 2 possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et ce soir, avec Marilyn Elk qui nous a offert cet ouvrage dans les yeux du dogman, quand l'astral devient la réalité, mais aussi avec Braji Belovac à qui l'on doit ce nouvel ouvrage Qualon, le portail des phénomènes surnaturels, ou encore celui-ci, Bigfoot et Dogman entre matérialité et immatérialité. Nous essayons d'en savoir plus sur ces petites bestioles qui se baladent ici ou là et qui se montrent. Je rappelle que si vous avez été témoin de quelque chose, la libre antenne, elle est faite pour vous. On n'est pas là pour juger, juste pour vous écouter. Donc voilà, rédaction@btlv ou 01 86 22 21 20. Vous laissez un message avec vos coordonnées et on vous rappelle. À Fayence, Marilyn, il s'est passé quelque chose. Fayence, toujours dans le sud. Hein, dans le Var. Dans le Var. Dans le Var, on n'est pas très loin de Nice, hein. Voilà. À vol d'oiseau. C'est ça. Voilà, donc nous sommes le 6 janvier 2006. Ce matin, Arnaud part au travail. C'est le matin très tôt, il fait nuit. D'accord. Il longe une propriété qui fait plusieurs hectares, qui est entourée d'un grand mur qui fait 3 mètres de haut, avec des tessons de bouteilles. Il appartient à un émir cathare. Sur sa gauche, il y a de la forêt. Il arrive à un virage, tout d'un coup, il voit arriver des sangliers qui ont un comportement anormal. Alors Arnaud est un chasseur aguerri et les sangliers, il n'en a jamais vu des comme ça.
ils sont complètement affolés. Il n'a jamais vu ça. Il avance tout doucement, et là, il voit près d'un poteau téléphonique une forme, une grosse forme. Il ne distingue pas trop, il ne sait pas trop ce que c'est. Il s'approche, il s'arrête, et là, il distingue un homme-chien, très grand, 3 mètres de haut, qui se tient sur ses 2 pattes arrière. Il est très particulier, il semble être gêné par les phares, c'est-à-dire qu'il a comme des mains d'homme, mais avec des griffes, et il se protège les yeux. Alors, un animal, en tout cas un loup, parce qu'il ressemble à un loup, il ne fait pas ça. Il est ébloui pendant quelques minutes, et il repart dans le bois. Ouais. Même pas quelques minutes, hein, donc voilà. Ouais, il est ébloui. Il est ébloui, il s'en va. Donc, voilà. Là, non. Et puis, il a des yeux un peu humains. Voilà, un iris marron, voilà. Il a un comportement humain. Il dégage aussi une sorte de brume, de buée très étrange. Et il a une musculature qui est très développée, tel un bodybuilder, mais même plus que ça, c'est parodique. Ça, c'est Tex Avery, on y revient. Ouais. Le côté un peu grosse carrure et petit cul, quoi. En fait, c'est ça. Et voilà, taille marquée. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, il est anormalement musclé. Il est marqué, les muscles qui sont très marqués anormalement. On se croirait dans un dessin animé ou dans un film. Une parodie. Un film de... Voilà. L'entité ressemble vraiment à un loup, traverse la route en quelques enjambées, il fait 3 mètres, hein. Et puis il saute le muret sans appui, il enjambe 3 mètres le muret, avec des tessons de bouteille. Pas mal. C'est-à-dire que sacré bestiaux quand même pour faire 3 mètres. Hein. Sacré bestiaux. Il faut qu'il rentre dans l'équipe nationale d'athlétisme. Hein, donc voilà. Donc très particulier. D'accord. Ce cas. Et le témoin, quand il parle de cela, il est comment ? Il est... Sur le coup, il est choqué. Ouais. Avec le recul, il va travailler, sauf que quelques heures après, il est très très mal. Ouais, il vomit. Ouais. Ah oui. Il est malade. D'accord. Il est très mal. Il rentre chez lui. D'accord. Et quand il en parle aujourd'hui, il dit quoi ? J'ai vu quelque chose. Je soutiens Mordicus qui n'était pas terrestre, qui n'était pas humain, qui n'était pas... Voilà, c'est ça ? Ah oui, oui. Et puis, il ne comprend pas parce c'est le cas de David Vincent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le syndrome de David Vincent. J'ai vu quelque chose qui n'existe pas et je suis obligé de le dire. Et on retrouve des particularités du dogman qu'on retrouve ailleurs. Bien sûr. Étonnant quand même, hein, tout cela. Moi, je suis... alors, je vous le dis, Dieu sait si j'ai pas peur des fantômes et que j'ai dormi partout et que ça me gêne pas, mais les créatures vivantes me font plus peur que les créatures invisibles, tu vois, parce que l'invisible, avant qu'elle prenne un couteau et qu'elle me plante, voilà, ou qu'elle me morde, il y a que dans les films de science-fiction, ou en tout cas des films d'horreur qu'on voit ça. Mais là, c'est des créatures qui sont physiques, quoi, qui sont balèzes, qu'on se dit si jamais il y en a une qui traverse à travers la vitre de la voiture, qui vous chope, ou qu'à faim, juste avec les dents qu'elles ont, on est un peu mal. On va finir en beauté avec le dogman de... Alors, Strazeleux, donc on va dire Strazeul. Ouais, Strazeul. C'est dans le nord de la France. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais un appel à témoins s'il y a des habitants de cette commune ou qui sont non loin et qui souhaitent venir vers moi pour m'expliquer d'autres choses concernant ce secteur. Ça m'intéresse énormément dans le cadre de mes recherches actuelles. Ok. Voilà. Bon, ils t'écrivent sur Facebook, tout ça, machin. Oui, sur Facebook, Instagram, Messenger. Okay. Tout à fait. Donc, Strazeul dans le nord, vous m'excuserez d'avance pour la prononciation, une fois de plus. Ce sont des témoins d'Internet. Alors, dans mon livre, j'avais mis cette histoire et j'ai mis le lien YouTube. Voilà, donc ceux qui veulent peuvent le retrouver et voilà, comme ça, par respect aussi pour cette chaîne qui a mis en lumière cette histoire. Donc, ce témoin explique qu'il a vécu une histoire très inquiétante alors qu'il allait faire du camping dans une pâture qui se trouve aux abords de ce village, une pâture où il n'y avait pas de vaches, justement. Elle était... Alors moi qui suis du milieu, quand il n'y a plus d'herbe, on déplace les troupeaux et on les met dans d'autres pâtures. Donc j'imagine qu'à ce moment-là, effectivement, l'herbe était très rase. On est sur juillet, fin juillet, début août. Donc voilà. Et il décide d'aller camper là-bas, juste avec un duvet.
Ils partent en moto, ils s'arrêtent sur le chemin, ils gardent le chemin de terre, en fin de compte, en plein milieu de la cambrousse. Et ils rentrent dans la pâture, ils décident, parce que je pense que justement l'herbe est rase, donc ça permet effectivement de s'allonger, de camper, de regarder le ciel étoilé. Et détail intéressant, le témoin en question a ramené son petit chaton de 3 mois. Et il l'a mis dans son duvet. Voilà. Et puis, les 2 personnes discutent ensemble avec ce petit chaton qui est en train de dormir. Donc ça se passe en plaine, et à côté il y a un bois. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, ça m'intéresse cette histoire, parce qu'il a été dit par la personne que ce bois est réputé pour avoir des phénomènes déjà. Parmi la population locale, ce bois il est réputé. Il se passe des choses. Voilà. Je vais revenir après pourquoi, parce que je pense avoir trouvé pourquoi. Donc il est reconnu localement, si je reprends les termes, pour son étrangeté. Ce soir-là, la lune est rousse. Intéressant. La lune est rousse et pleine. Elle éclairait la nuit et donc les témoins s'installent à la belle étoile. La discussion s'engage avec les étoiles comme témoins. Sauf qu'à un moment, ces gens qui font corps avec le sol ressentent toutes les vibrations possibles. Et là, ils commencent à sentir, venant de loin, des vibrations lourdes, bipèdes. Boum, boum. Très lourdes, qui vont se répercuter sous elles. Ils sentent la vibration, ils sont au sol avec un simple duvet. Donc il y a un gros bestiau. Il y a un gros bestiau et ça s'intensifie, donc c'est en train de se rapprocher. C'est tellement intense qu'il y a un moment, ils remarquent que tout s'est tu. Plus d'oiseaux de nuit, plus de bruit du vent dans les branches, de quelques pommiers qui se trouvent dans la pâture. Le son a disparu. Le son a disparu. Nous sommes encore à nouveau dans un effet ose, sous cloche. Voilà, ou un phénomène, comme dirait Franck Ferrandis, un phénomène de frange. J'essaie de donner un peu tous les termes. Moi, je vais appeler ça dans un contexte tenseur. Et à ce moment-là, les personnes sont terrorisées. D'autant que, détail important, ce petit chaton fait ses besoins dans le duvet sur la personne, de peur. Et il tremble, cette petite boule de poil est en train de trembler. C'est-à-dire que, au-delà des sons qui sont peut-être amortis par la personne sur laquelle elle dort, lui sent, perçoit. Et on parle des chats qui ont cet instinct, sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il se fait dessus, c'est un jeune chaton en plus, donc là il est bloqué avec son maître dans le duvet, et le maître et le camarade à côté est bloqué lui aussi. Et là, on bascule dans quasiment l'horreur, c'est-à-dire que, et là je suis désolé, mais c'est ça, la truffe de la créature est plaquée contre le cuir chevelu de la personne qui a le chaton. Non, et il sent le souffle dans les cheveux. Je suis désolé. Non, mais c'est génial, mais... Là, on est sur un souffle, et ça vient comme un médecin vient de le mettre sous le stéthoscope. Ça cherche ça vient sentir quelque chose. Ça. Ça cherche quoi? Le chaton, je pense. Ça cherche... Ouh, le petit chat. C'était Alf. Est-ce qu'on n'avait pas Alf? Alors on en sourit, mais c'est effrayant. C'est effrayant. Cette personne n'avait rien à gagner à dire ça. D'ailleurs, elle n'en a pas fait un livre, elle n'en a pas fait une chaîne YouTube. Elle a juste donné son témoignage et elle a disparu. Donc on en est là. Là, on est dans une peur viscérale. On revient de nouveau à cette peur qui est... Voilà, tu vois, là, moi, je suis liquéfié. C'est-à-dire qu'en fait... Là, on est sur quelque chose qui est énorme. Énorme. Les témoins ne bougèrent pas, ne cherchèrent pas à regarder. On en est... Non, mais on pourrait dire... Tu vas ou j'y vais? Alors, pourquoi ils n'ont pas pris une photo avec le téléphone? Voilà. La bête finit par abandonner. Et c'est là ce côté théâtral du phénomène. Oui, mise en scène. C'est une mise en scène. À un moment, il faut arrêter de se raconter des histoires. Et puis élusif, c'est très élusif. C'est élusif, ça se met en scène. Une créature comme ça, si elle cherche à avoir le chaton, un grizzly, il va pas se contenter de partir parce qu'il sait pas ouvrir la fermeture. Il va déjà, le grizzly, il déchire tout. Donc, il va déchiqueter les choses. Ouais, c'est ça. Déjà, le mec qui l'a, déjà, il n'existe plus. Il n'existe plus. Le chaton, je sais même pas s'il va réussir à le trouver parce que le coup de patte, il va le faire partir en l'air. Et je pense que c'est pas que le chaton qui serait mangé. Je pense que c'est tout le monde qui y passe. On est sur quelque chose qui, quand même, nous fait une démonstration. On est sur un phénomène ovni dans une clairière. On est clairement dans la même chose. Ouais. Aujourd'hui, plus j'avance, plus je me dis, mais oui, on est en démonstration, nous sommes en contact avec
quelque chose qui démontre. Bon. Pour terminer l'histoire, il est 3h30 du matin, quand c'est arrivé. 3h30, c'est pas anodin. Moi, tous mes phénomènes, j'ai vécu des phénomènes aussi, c'est 3h15, 3h14, 3h30. Pourquoi ? C'est pas on est au moment où la Lune, elle est à son maximum, elle est le plus haut et elle éclaire bien toute la zone. C'est le pic de l'activité lunaire que j'appelle en Kwalong le pic anthropique, qui enclenche le phénomène tenseur. Donc les personnes, une fois que les bruits de pas se rééloignent, parce qu'ils ont entendu aussi les pas s'éloigner, cette tension redescendre, ils ont attendu de ne plus entendre ce pas, et d'un coup, le son de la nuit est revenu. Là, ils ont ouvert, ils ont pris la moto, ils sont repartis chez eux dormir dans le lit, quoi. Voilà, on en est là. Là où c'est intéressant, donc c'est pour ça que je fais appel à témoins pour que des gens puissent me dire, et quitte même à ce que j'y aille, parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire à ce niveau-là. On a le phénomène lunaire, mais nous avons aussi, alors moi je suis aussi un peu géobiologue, un peu radiesthésiste sur les bords, et je l'expliquais dans mes précédents bouquins, j'ai pris ma règle et mon crayon et j'ai retracé toutes ces lignes dites d'énergie. Alors j'appelle pas ça vraiment des énergies, j'appelle ça de l'information, c'est des lignes informationnelles. Et ces lignes de force informationnelle, sur lesquelles moi je retrouve quasiment l'intégralité de tous ces phénomènes. Ils sont sur des croisements de lignes, ils sont sur des zones qui sont poreuses à ce niveau-là. Il faut savoir que Strasil est traversé par la ligne la plus puissante passant en France. Une ligne qui passe par Bugarache, le jardin du Luxembourg, donc presque à côté de la cathédrale, la cathédrale d'Amiens, Dunkerque. Vous tracez ce trait. D'ailleurs, c'est une ligne qui avait été plus ou moins décrite par Jules Verne, qui était plus qu'un auteur, c'était un initié. D'ailleurs, son logement, quand j'ai tracé mes lignes, je suis passé avec mon crayon sur le logement d'Amiens, sur son logement. Il s'est pas posé là par hasard. Et la cathédrale d'Amiens n'est pas posée par hasard. La cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est à côté de la ligne, mais il y a une deuxième ligne qui vient couper le jardin du Luxembourg. C'est le point chaud de Paris, je vous le dis, point chaud. De l'inexpliqué. Voilà, non, je ne parle pas d'autre chose. Donc, moi, j'ai une vision, c'est vrai, depuis que j'ai retracé tout ça et que tous ces phénomènes que j'ai étudiés dans le cadre du GEPI, l'association de l'époque, 30 affaires, je les ai toutes posées sur ces lignes. Il y a un moment, je ne travaille plus qu'avec ça. Ben là, ce village m'intéresse, parce qu'il cumule un effet lunaire, des consciences de personnes là qui sont terrorisées, mais surtout un positionnement. Strasil, si vous tracez Bugarache, Paris, ligne d'Amiens, vous allez vers le nord, Strasil, vous le trouvez. Voilà. Bon, alors là, on était quand même dans une histoire terrifiante, donc effrayante, terrifiante. Donc effectivement, l'appel des témoins est lancé et j'espère que vous allez pouvoir, si vous avez des informations, les donner à Braji Belovac. Je voudrais vous remercier tous les deux d'être venus ce soir pour ce live exceptionnel sur le Dogman et le Bigfoot, parce que franchement, vous nous avez délecté de votre savoir et de vos lumières là-dessus. À propos de lumière, eh bien, vous allez en retrouver, je le rappelle, dans les bouquins de nos invités, celui de Marilyn Elk, voilà, dans Les yeux du Dogman, Kwalong, le petit dernier de Braji, et puis celui-ci pour lequel tu étais venu également, Bigfoot et Dogman, entre matérialité et immatérialité. Bob, j'aurais une dernière chose à dire, si tu m'autorises, profiter d'être sur l'antenne pour faire une annonce. Si tu es d'accord. Alors, ça ne concerne pas le Dogman, mais l'ufologie. Nous avons, dans le cadre de notre enquête sur le triangle de la Burle, avec Pierre-Antoine Couroub, qui est mon partenaire d'enquête et d'écriture, rencontré un chercheur indépendant qui a fait une découverte extraordinaire. C'est quelqu'un qui prend des photos et qui filme. Ah, bah tiens, il appelle. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et qui filme des zones d'anomalie permanente depuis des années en France et en Europe. Et il a développé une technique d'enregistrement vidéo qui filme les ovnis, les déplacements des ovnis. Mais moi, je veux le voir, ce monsieur. Et nous aimerions donc présenter ces travaux le 20 décembre à 18h sur Joyeuse. En Ardèche. Donc on donne rendez-vous à tout le monde. On montrera les vidéos, mais on donnera aussi la technique pour le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est reproductible. Ça, c'est intéressant. Et prédictible. Ce qui est rare en ovni.
Eh ben oui, ça va changer la donne. Ouais. Donc 20 décembre, Joyeuse, c'est ça? Le 20 décembre, 18h, à Joyeuse, à la salle des fêtes, en Ardèche. Il faut y aller. Il faut y aller. Ça, c'est super. Et puis... et on t'attend. Et prochainement, après, sur BTLV, parce que moi, je veux le voir, ce monsieur. Donc voilà, je veux le voir. Bon, merci en tout cas, et tu as bien fait de prendre la parole. Merci de nous avoir suivis ce soir. Abonnez-vous à BTLV. Sans vous, nous ne sommes rien. Et on a besoin de vous pour pérenniser cette chaîne. On vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Merci à Valentin, encore une fois, d'avoir bossé sur cette émission. Salut! OVNI, paranormal, mystères archéologiques. En replay et podcast. BTLV. Explorez l'inconnu. Découvrez l'inattendu.